En 1992, une jeune mère et sa fille de 6 ans ont disparu de leur maison de Portland sans laisser de traces, laissant derrière elle un mari dévasté et une ville hantée par des questions et des peurs murmurées. Mais 12 ans plus tard, au plus profond des forêts reculées de l'Oregon, une équipe de bûcherons est tombée sur une voiture rouillée, cachée loin de tout chemin, et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur allait relancer une affaire longtemps gelée dans le silence, révélant un secret que quelqu'un, même après toutes ces années, pourrait encore tuer pour protéger. Le sol de la forêt était humide avec le froid des pluies du début de l'automne, son doux tapis d'aiguilles de pin pressant doucement sous les lourdes bottes de l'équipe forestière, les pinces et les outils creusant doucement dans la terre souple. Au loin, les tronçonneuses bourdonnaient régulièrement comme des abeilles en colère, jusqu'à ce qu'un cri métallique soudain brise le bruit, arrêtant tout. Et, cria un ouvrier, la voix aiguë de surprise, « Arrêtez, nous avons heurté quelque chose. » Le conducteur de l'excavatrice a immédiatement arrêté le moteur et s'est dirigé vers la clairière, enlevant l'écorce humide de ses gants alors qu'il s'agenouillait à côté du sol exposé, les sourcils froncés de suspicion. Sous une parcelle de racines emmêlées et de terre boueuse, un scintillement rouge terne émergea, du métal oxydé dentelé et brut sous la lumière filtrée du soleil. En quelques minutes, l'équipage avait dégagé suffisamment de débris pour révéler les restes tordus d'un véhicule. C'était une Volkswagen Jetta blanche de 1990, son toit partiellement effondré, le pare-brise se déformant vers l'intérieur, le verre comme de la glace brisée sur le tableau de bord. Le capot était recouvert de mousse, durcie et collante comme une seconde peau, les pneus étaient à plat, 2 d'entre eux avaient complètement disparu. La voiture n'avait rien à faire là, pas dans cet endroit si éloigné de toute route ou piste. Il avait été placé délibérément, caché intentionnellement. À midi, la zone était bouclée avec du ruban jaune de scène de crime, et les services d'urgence se tenaient tranquillement sous la canopée imposante, les yeux fixés sur l'épave silencieuse. La détective Jessie Williams est sortie de sa Crown Victoria banalisée, le poids de la fatigue gravé dans son expression, bien que sa concentration n'ait jamais faibli. Elle avait une trentaine d'années, vêtue simplement d'un jean et d'une veste polaire noire, son badge épinglé à sa ceinture, ses bottes s'enfonçant dans le sol spongieux de la forêt alors qu'elle se dirigeait vers l'épave. Un officier en uniforme hocha la tête alors qu'elle s'approchait, sa voix basse et sombre. « Tu ne vas pas aimer celui-là. » Jessie a lentement fait le tour du véhicule en ruine. La porte arrière droite était enfoncée, la fenêtre complètement manquante. Sur le siège passager, abrité seulement par ce qui restait du toit brisé, gisait une peluche d'enfant, son tissu blanchi par le soleil et recouvert de terre forestière, un fantôme d'innocence perdue. Une paire de lunettes de lecture cassées avait glissé au sol, leur monture pliée et inutile, et du sang séché tachait la console centrale, un sombre écho de quelque chose de terrible. « Personne, » ajouta doucement l'officier, « nous avons fouillé la zone. » Jessie n'a pas répondu tout de suite. Elle s'accroupit à côté du conducteur, inspectant le passage de roues, ses doigts gantés effleurant les rainures des pneus usés, presque dénudés jusqu'à la toile, mais pas éclatés. Cette voiture n'a pas eu d'accident ici. Il avait été laissé, enterré, caché. Faisons une recherche de plaque d'immatriculation, dit-elle d'une voix basse et ferme. Au moment où la voiture a été remorquée et emmenée au centre de stockage des preuves, Jessie était déjà de retour au poste de police de Portland, assise à son bureau, ses doigts feuilletant les archives numériques des affaires non résolues. Cela n'a pas pris longtemps. L'immatriculation correspondait à un véhicule signalé disparu en mai 1992. La propriétaire, Rebecca Quinn, 30 ans, avait été vue pour la dernière fois quittant son domicile avec sa fille de 6 ans, Elsa, dans cette berline très rouge. On n'avait plus jamais revu ni entendu parler d'eux. Pas d'accident. Aucune note. Aucun suspect. L'affaire avait été close en moins de 2 mois, archivée comme un souvenir effacé. Jessie a étudié la photo ci-jointe. Rebecca est apparue sur une photo du personnel d'une école primaire du Sud, cheveux noirs mi-longs, un cardigan soigneusement drapé sur ses épaules, son sourire éclatant mais quelque peu distant. Sur une photo de classe séparée, une petite fille aux dents écartées rayonnait à côté de son enseignante, Elsa, les yeux pleins de vie et de confiance. Jessie se pencha en arrière sur sa chaise et expira lentement. 12 ans, murmura-t-elle en regardant le dossier. Et ils étaient là, enfouis dans le silence, sous leur nez depuis le début. Elle a attrapé le téléphone. Le conseiller municipal Daniel Quinn assistait à une réunion sur le logement abordable lorsque son assistant lui a glissé une note manuscrite. Appel de la police de Portland urgent. Il est sorti immédiatement et a rappelé. Lorsque Jessie a décroché, elle s'est présentée et a expliqué la découverte. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne.
Tu es sûr, demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La voiture, tu es sûr que c'est celle de Rebecca? Oui, monsieur, répondit-elle. L'immatriculation et le numéro de série correspondent. La voiture a été trouvée dans une zone boisée au sud-ouest de la ville. Nous menons actuellement une enquête. Le silence s'est prolongé pendant un moment. Puis Daniel parla de nouveau, sa voix basse, épaisse. J'arrive bientôt. Le soleil se couchait lorsque Daniel arriva au dépôt. Le véhicule reposait sous un abri temporaire, délimité par du ruban adhésif de scène de crime, baigné dans la lueur crue des lampes portatives. Il sortit d'une élégante berline noire, vêtu d'un long manteau sombre sur un costume sur mesure, ses pas ralentissant à mesure qu'il s'approchait. Jessie l'a rencontré à mi-chemin. Il s'arrêta à la limite de la zone restreinte, son visage pâlissant tandis que ses yeux se fixaient sur la voiture froissée. « Mon Dieu !» murmura-t-il, à peine audible. « C'est à elle ?» Jessie n'a rien dit. Par respect, elle laissa le silence s'étendre. Il ne s'est pas rapproché. Il se tenait là, figé, fixant le pare-brise brisé. « Les as-tu trouvés ?» demanda-t-il finalement, le poids du chagrin dans la voix. « Non » répondit doucement Jessie. Il y avait des traces de sang, mais aucun reste. Nous poursuivons nos recherches dans la zone. Les épaules de Daniel s'affaissaient. Il se détourna des lumières et porta une main à son visage, se protégeant de ce qu'il ne voulait pas voir. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était faible. « Faites tout votre possible pour les retrouver. Je vous en prie. » Nous rouvrons l'enquête, a déclaré Jessie fermement. Je vais devoir vous interroger à nouveau, de manière plus formelle. Revoyez la chronologie initiale. Bien sûr, répondit-il en hochant lentement la tête, quoi qu'il en coûte. Il jeta un dernier regard prolongé à la voiture accidentée avant de se détourner et de marcher dans la nuit sans un mot de plus. Ce soir-là, Jessie resta à son bureau, son stylo tapotant doucement contre un bloc-notes jaune où 2 questions urgentes étaient déjà griffonnées. Pourquoi la voiture était-elle cachée dans un endroit si obscur et inaccessible? Et pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à ce point juste pour dissimuler un véhicule? Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, elle était assise au même bureau, un café à la main, sa chaleur s'était estompée depuis longtemps, la lumière de sa lampe projetant de longues ombres vacillantes sur le dossier. Sur la couverture, tamponnée à l'encre délavée, on pouvait lire « Personne disparue Rebecca Quinn mai 1992 ». Elle ouvrit lentement le dossier, absorbant chaque mot. Rebecca Quinn avait 19 ans lorsqu'elle a disparu. Pas de casier judiciaire. Pas d'antécédents psychiatriques. Elle a travaillé à l'école primaire Thorne pendant 7 ans. Mariée. Une fille, May Quinn, âgée de 6 ans à l'époque. Les premiers rapports indiquaient que Rebecca avait quitté la maison un matin de semaine avec sa fille, probablement sur le chemin de l'école. Mais aucun des deux n'était arrivé. Aucun message. Aucune activité sur ses comptes. La voiture avait été signalée disparue. Et maintenant, il avait été trouvé. Mais la mère et l'enfant étaient toujours introuvables. Jessie a commencé à énumérer les noms de l'enquête initiale, collègues, voisins, membres de la famille. La plupart avaient été interviewés à l'époque. Maintenant, il faudrait les revoir. 12 ans, c'était long, mais le souvenir d'une femme et d'un enfant disparus sans explication n'était pas quelque chose qui s'estompait facilement. Jessie s'est garée devant l'école élémentaire Thorne juste après le déjeuner. L'école avait à peine changé, même façade en briques rouges, même allée grillagée serpentant devant la cour de récréation. Elle a rencontré la directrice actuelle, qui l'a conduite dans un couloir étroit décoré de dessins d'enfants et lui a remis une liste du personnel qui était là depuis 1992. Elle a commencé avec Madame Hélène Bricker, une enseignante de première année à l'époque. Hélène, aujourd'hui dans la soixantaine, avait une présence calme et ancrée et une mémoire incroyablement vive. C'était une de ces personnes, dit Hélène, assise à son bureau, qui vous mettait en paix simplement en étant près d'elle. Jessie hocha la tête. Le genre d'enseignant qui restait tard pour aider les enfants qui avaient eu une journée difficile, a poursuivi Hélène. A-t-elle déjà parlé de quelque chose de troublant à la maison, demanda doucement Jessie. Hélène hésita, son front se plissant. Pas directement. Mais vers la fin, elle semblait, fatiguée, distraite. Je me souviens qu'un jour, elle a oublié de rendre sa feuille de présence. Ce n'était pas son genre. Mais non, elle n'a jamais rien dit ouvertement. Jessie a interviewé 2 autres anciens collègues cet après-midi-là.
Ils ont fait écho à la même histoire. Rebecca était une professionnelle dévouée, calme et concentrée, adorée par ses élèves. Sa fille restait souvent après les cours pour dessiner ou lire tranquillement dans un coin. C'était une bonne mère, a déclaré l'un d'eux, des mots simples mais certains. Plus tard, Jessie a surligné un nom sur sa liste, Courtney Heston, l'une des camarades de classe de May. Courtney a accepté de se rencontrer dans un café du nord-est de Portland. Elle est arrivée vêtue d'un jean et d'un sweat à capuche usée, les cheveux attachés en arrière, les doigts faisant tourner distraitement une bague en argent. « J'ai été surprise de recevoir ton appel, dit-elle, les yeux prudents. Je ne pensais pas que quelqu'un se souciait encore de cette affaire. Eh bien, maintenant je le sais, répondit doucement Jessie. Tu te souviens de McKean? Oui, c'était ma partenaire de table en première année, une adorable petite fille, tout comme sa mère, acquiesça Jessie, laissant le silence s'attarder un instant avant de continuer. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel au cours des derniers jours avant sa disparition? Courtney baissa les yeux, pensive. C'est étrange de s'en souvenir, mais, oui. Un après-midi, 2 ou 3 jours avant sa disparition, je l'ai vue pleurer à la récréation. Je suis allé la voir et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit que ses parents se disputaient. Jessie se pencha légèrement en avant. Elle a dit pourquoi. Courtney hocha lentement la tête. Elle a dit que sa mère criait, accusant son père de mentir, disant qu'il cachait quelque chose. Mais elle ne comprenait pas vraiment tout. Elle avait peur. Ce n'était pas du tout son comportement habituel. D'habitude, elle était toujours joyeuse. Jessie la remercia, nota les détails et quitta le café avec cette lourdeur familière qui lui serrait l'estomac. Ce n'était pas une simple disparition. Quelque chose s'était fissuré derrière des portes closes. Le lendemain matin, elle appela Daniel Quinn pour lui proposer un nouvel entretien. Il accepta immédiatement. Ils étaient assis ensemble dans une pièce silencieuse du commissariat, le bourdonnement sourd des néons sifflant au-dessus de leur tête. Daniel portait un pull gris foncé et un pantalon de costume, son chagrin encore palpable dans les rides de son visage et l'affaissement de ses épaules. Jessie a commencé l'interview d'une voix calme. Vous avez dit sur les lieux que vous vous étiez disputé avec Rebecca avant sa disparition. Pouvez-vous m'en dire plus? Daniel baissa les yeux sur ses mains. Oui. On s'est disputé. Elle pensait que j'avais une liaison. Et c'est vrai? Non, répondit-il fermement en secouant la tête. Je travaillais souvent tard le soir. Elle se sentait négligée. Je lui ai dit que j'arrangerais les choses. Jessie griffonna un mot. Que s'est-il passé le lendemain? Je suis parti travailler comme d'habitude, mais à midi, je n'arrêtais pas de penser à la colère sur son visage. Je suis rentré tôt. J'avais prévu de lui apporter des fleurs, de lui parler, de tout arranger. Il s'arrêta, les mots désormais plus lourds. Quand je suis arrivé, la chambre était sens dessus dessous. Les tiroirs étaient ouverts, le placard à moitié vide. J'ai appelé son portable, mais aucune réponse. J'ai ensuite contacté des amis, mais rien. Le soir même, j'ai appelé la police. Jessie le laissa parler, puis demanda, « Tu n'as rien d'autre qui aurait pu disparaître? » Pas à ma connaissance. Et tu n'as plus eu de ces nouvelles? Jamais. D'après vous, pourquoi Rebecca et May n'ont-elles pas été retrouvées dans la voiture qui pourrait être responsable de leur disparition? Partagez vos suppositions dans les commentaires ci-dessous. Que découvrira Jessie au cours de son enquête? N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de continuer à la regarder pour le savoir. Il était un peu plus de 8 heures du matin lorsque le technicien du laboratoire de police scientifique a appelé. Jessie avait à peine bu une gorgée de café que le technicien est allé droit au but. Nous avons obtenu un résultat sur l'échantillon de sang que vous avez envoyé. Une petite trace sur la console. Ce n'est ni la mère ni la fille. Il s'agit d'un homme, une correspondance dans la base de données Cotu. Jessie a attrapé son stylo. Son nom, Wesley Lumet. Il s'appelle Wes. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Ce nom ne figurait pas dans le dossier original de la reine. Comment un tel profil avait-il pu s'infiltrer dans le système? Accusé d'agression en 1991. Il a purgé une peine. Libéré début 1992. Pas d'adresse actuelle. Nous vous enverrons le dossier. Jessie raccrocha et cherchait déjà son clavier, impatiente de rechercher Lumet dans la base de données.
La photo de l'arrestation révèle un homme mince d'une trentaine d'années, au visage émacié, aux sourcils épais et à la longue cicatrice sous l'œil gauche. Le dossier confirme des coups et blessures après une bagarre dans un bar à mâchoire fracturée. Condamné à 3 ans de prison, il a été libéré en mars 1992. Rebecca Aimée avait disparu en mai, 6 semaines plus tard. Elle fixait l'écran. La chronologie était trop dérangeante pour être ignorée. La dernière adresse connue de Wes était un garage à l'ouest de la ville, niché dans une zone industrielle en déclin. L'enseigne Lumé Auto et Body était pendue de travers, la peinture écaillée. L'extérieur semblait abandonné, de l'herbe folle poussait entre les fissures de l'asphalte, la moitié des fenêtres étaient condamnées. Jessie arriva avec 2 policiers en uniforme. À leur approche, un corbeau coassa et s'envola dans les collines. On dirait que personne n'est venu ici depuis longtemps, a murmuré un officier. Allons vérifier, répondit Jessie. Elle poussa la porte latérale déverrouillée et entra dans l'atelier, accueillie par une odeur d'huile rance et de béton humide. La poussière recouvrait tout, mais quelque chose attira son attention. Une petite table pliante était posée contre le mur. Une tasse en céramique, encore fumante, reposait à côté d'un journal ouvert. Une clé à molette reposait au milieu d'un alternateur démonté. Il y a quelqu'un ici, signala-t-elle. Un fracas métallique retentit au fond du garage. Jessie fit un signe discret et sortit son arme. L'équipe avança silencieusement entre les rangées de moteurs éventrés. Une porte arrière grinça. « Fuyez !» cria un officier. Tout le monde s'est précipité dehors. Wesley Lumé avait déjà filé à toute vitesse dans une ruelle derrière l'atelier. Sa silhouette élancée s'élançait entre les décombres et les restes tordus d'un pare-choc. Jessie se lança à sa poursuite, se faufilant entre les caisses et les cartons. L'homme tenta de traverser un fourré, glissa sur une palette recouverte de mousse et s'écrasa sur un tas de ferraille. Jessie l'a attrapé avec un plaquage quelques minutes plus tard. Il se débattait, le visage couvert de poussière. « Je n'ai rien fait » gémit-il. « Alors ça ne te dérange pas si on te pose quelques questions » souffla-t-elle en serrant les dents. Les 2 officiers sont arrivés, l'ont menotté et, en quelques minutes, Lumé a été traîné à l'arrière d'une voiture de patrouille, ses yeux fous s'écarquillaient. De retour au poste, Wa était assis, voûté, dans la salle d'interrogatoire, les doigts tapotant nerveusement sur la table métallique. Jessie entra seule, calme et impénétrable, et prit place en face de lui, plaçant un fin dossier entre eux. « Oui, dit-elle. On a trouvé ton sang dans une voiture enterrée depuis 12 ans. » Il n'a rien dit. Cette voiture appartenait à Rebecca Quinn. Elle et sa fille de 6 ans ont disparu en 1992. Vous êtes sorti de prison 6 semaines plus tôt. Voulez-vous expliquer comment votre sang a atterri dans leur voiture? Il resta silencieux, fixant le mur. Jessie croisa les bras. Tu cours, tu te caches, tu laisses derrière toi une tasse encore chaude. Ça ne crie pas l'innocence. Il se redressa, la mâchoire serrée. Je n'ai tué personne. Alors, qui t'a embauché? Toujours rien. Vous faites face à des accusations très graves, insista-t-elle. Vous avez déjà été emprisonné. Je suis sûr que vous ne voulez pas y retourner. Ces mots finirent par attirer son attention. Il la regarda pour la première fois, une tension nouvelle se lisant sur son visage. D'accord. D'accord, je parle. Assez de faux-semblants. Wes baissa la voix. Un type est venu chez moi, a nommé une voiture et a dit que c'était une affaire de famille. Il voulait que ça se règle discrètement. Jessie se pencha. Installé comment? Sa voix baissa encore davantage. Il a dit que la femme devait disparaître. Et que s'est-il passé? Il soupira, se passant la main dans la nuque. Je l'ai suivie après Mount Angel. J'étais censé la forcer à s'arrêter, la faire sortir de la voiture, faire croire qu'elle s'était enfuie. Mais quand je l'ai dépassée, elle m'a supplié. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait rien fait de mal. L'enfant pleurait sur la banquette arrière. Je n'ai pas pu. Alors, qu'as-tu fait? Il regarda Jessie droit dans les yeux. Je lui ai dit de partir, de fuir, de se cacher, de ne jamais revenir. Son regard se durcit. J'ai fait une embardée, j'ai cassé le pare-brise. Je me suis coupé. Je pensais avoir tout nettoyé. Puis j'ai enclenché la marche arrière et je l'ai enterré au fond des bois. Jessie resta assise, enregistrant chaque mot. Tu te souviens où elle est allée?
Il secoua la tête. Aucune idée. Il se dirigeait vers le nord. Je les ai interceptés sur la route de Washington. C'est tout ce que je sais. Jessie se leva lentement. Vous allez tout nous raconter, chaque détail, chaque lumière, chaque tournant, chaque instant de cette nuit. Et si certaines informations peuvent être vérifiées, nous parlerons peut-être au procureur de ce que vous avez fait ou pas fait. La route serpentait vers le nord, se rétrécissant en une autoroute à deux voies qui traversait des pins et des cèdres, sous un ciel voilé de brume d'octobre. Suivant les souvenirs flous de Wes et la topographie qu'il avait décrite, Jessie emprunta une série de routes secondaires, se dirigeant vers un coin tranquille du sud-ouest de l'État de Washington. Finalement, elle traversa la frontière et entra dans une ville forestière appelée Raven Espace, nichée au milieu de crêtes boisées et encadrée par une route sinueuse. La gare désaffectée était le genre d'endroit où les étrangers étaient immédiatement remarqués et où les souvenirs persistaient plus longtemps qu'aucune loi ne pourrait jamais l'imposer. Elle s'est garée devant la seule station-service de la ville et a affiché un avis au conseil municipal. « Avez-vous vu cette femme ?» Une photo de classe de 1992, le visage de Rebecca, légèrement pixelisé mais toujours reconnaissable. Jessie se rendit au bureau de poste, à l'épicerie, et même au salon de coiffure. Personne ne connaissait le nom de Rebecca Quinn. Elle montra la photo à au moins une demi-douzaine de personnes. Elles hochèrent toutes vaguement la tête, mais aucune ne semblait certaine. Elle m'a dit quelque chose, dit un vieil homme derrière le comptoir de l'animalerie, les yeux plissés par la photo, mais je ne saurais dire quoi exactement. Beaucoup de gens passent par ici. Jessie n'a pas mentionné qu'elle était policière, pas encore. Elle ne voulait pas effrayer les témoins potentiels. Elle est retournée discrètement au motel délabré en périphérie de la ville et a monté la garde. 2 jours plus tard, elle entra enfin au Ridgeview Diner, une boîte chromée de style année 1950 scintillant au bord de la rue principale. La foule matinale s'était dispersée depuis longtemps. Elle se glissa dans un box près de la fenêtre. Une serveuse s'approcha et déposa un café et un menu plié devant elle sans un mot. Par habitude plus que par espoir, Jessie fouilla dans son sac et posa le prospectus sur la table, remuant lentement son verre. La serveuse se figea en plein milieu de son pas. Elle ne parla pas, ne sia pas. Son regard se fixa sur la photo un instant de trop. Jessie sentit quelque chose bouger dans l'air. On dirait une collègue, murmura la serveuse, les lèvres à peine relâchées. Comment s'appelle-t-elle ? Sam, répondit prudemment Jessie. Eh bien, Samantha, je crois. La serveuse pencha la tête d'un air pensif. Non, elle a pris congé aujourd'hui. Vous savez où elle habite ? Demanda Jessie d'une voix légère. La jeune femme secoua lentement la tête. Elle ne dit rien. Elle est très réservée. Jessie sourit poliment, laissa un pourboire suffisamment important pour ne pas éveiller les soupçons et sortit du restaurant le pouls battant la chamade. Cette nuit-là, de retour au motel, son téléphone a vibré à un message du capitaine Riley à Portland. « Tu es assis ? Je viens de recevoir un appel. West Lumé a été retrouvé mort dans son garage. Une seule balle. Pas d'effraction. La vidéosurveillance a été coupée. Quelqu'un a nettoyé vite. » Jessie murmura un juron. L'homme qui l'avait engagé venait d'effacer un témoin gênant. Elle leva les yeux au plafond. Était-elle observée ? S'il avait observé Wes, c'était son tour. Elle était désormais la cible. Les jours suivants, Jessie garda la tête basse, vigilante. De temps à autre, elle retournait au Ridgeview Diner et attendait à distance. Finalement, le 5e soir, juste après 6 heures, elle vit une femme se faufiler par l'entrée du personnel. Elle était plus âgée maintenant que sur la photo de 1992, ses cheveux étaient plus courts, ses épaules voûtées, mais il y avait quelque chose d'incomparable dans sa façon de bouger. Jessie suivit tranquillement, entrant dans le restaurant par l'avant et parlant à l'un des cuisiniers juste après la zone de préparation. « Je dois parler à la serveuse qui vient d'arriver. » Le cuisinier fronça les sourcils. « Sam ? Elle vient de pointer. Elle est au fond. » Un clic métallique résonna près de la porte de livraison. Jessie se tourna vers le bruit et se précipita dans l'étroit couloir. La porte oscillait légèrement au vent. Elle sortit dans l'allée derrière le restaurant. Une femme se tenait à quelques mètres devant elle, marchant vite, courant presque. C'était Rebecca. Jessie s'approcha lentement. « Tu n'as pas besoin de courir. » La femme s'arrêta, se retourna juste assez pour jeter un coup d'œil en arrière, le regard inquiet, fuyant.
Je ne sais pas de qui vous parlez. Je m'appelle Samedi. Vous vous trompez de personne. Jessie adoucit sa voix, la gardant basse et douce. Ça fait 12 ans. Veux-tu vraiment vivre comme ça, caché dans l'ombre pour toujours? Les épaules de Rebecca s'affaissèrent, ses mains tremblaient. Tu mérites mieux, Marie Wider, murmura Jessie. Le visage de Rebecca changea, une lueur d'ancien, de familier, de douloureux. Qui es-tu? Demanda-t-elle, la voix brisée. Je suis l'inspectrice Jessie Williams. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Mais vous devez venir avec moi. Rebecca prit une inspiration tremblante, la voix hésitante. Après mon service, murmura-t-elle. Après sa dernière nuit au Ridgeview dîner, Rebecca est rentrée chez elle vers 22h10. Les rues de Raven Espace étaient désertes, baignées seulement par la lueur des lampadaires et le faible murmure de la circulation au loin. Jessie la suivit à distance discrète, se garant une maison plus loin. Elle attendit un moment avant de sortir de sa voiture. Rebecca ouvrit la modeste porte d'un petit duplex et se retourna pour jeter un coup d'œil. Jessie s'approcha discrètement et la rejoignit à l'intérieur. Des pas résonnèrent doucement dans le couloir. Une fille apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un sweat à capuche et d'un jogging, un manuel collé contre sa poitrine. Elle avait 18 ans, mais ressemblait à n'importe quelle autre lycéenne, à l'exception de son regard méfiant et perçant. « Maman » dit-elle prudemment. Rebecca sourit faiblement, épuisée et lasse. « Voici l'inspectrice Williams. Elle est là pour nous aider. » L'expression de la fille se durcit. « Que se passe-t-il » Rebecca s'avança et prit doucement le manuel des bras de sa fille. « Je te l'avais dit, si ce jour arrivait, je te dirais tout. Ce jour est arrivé. » La fille regarda sa mère, puis Jessie. Son corps était tendu, sur ses gardes. « C'est elle » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Jessie ne dit rien. Rebecca fit un geste vers le canapé. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ils obéirent. Jessie resta silencieuse tandis que Rebecca fouillait sous une pile de vieux journaux et en sortait une enveloppe pliée. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la posa délicatement sur ses genoux. Au cours des 30 minutes qui suivirent, Rebecca leur raconta tout. « J'aurais dû parler il y a des années, » admit-elle. Mais j'avais tellement peur. Jessie ne l'interrompit pas. Elle hocha la tête, sa présence ferme et patiente. Les yeux de la jeune fille s'embuèrent, mais elle resta silencieuse. Finalement, Jessie prit la parole. « Si tu es prêt, nous pouvons te ramener. Nous te protégerons. Il est temps que ça cesse. » Rebecca regarda sa fille. Leurs mains se rencontrèrent, leurs doigts s'entrelaçant. « Oui, » dit Rebecca. « Nous sommes prêts. » Jessie a appelé Portland Crisis la cellule de nuit. Un programme discret de protection des témoins, géré par l'État et habituellement réservé aux crimes organisés ou aux enquêtes politiques sensibles, a été activé. Bien qu'officiellement inexistante, l'affaire était devenue urgente. À 2h du matin, une camionnette banalisée arriva. Rebecca rangea ce qu'elle put dans 2 sacs à dos. Jessie la rassura, elle s'occuperait du reste. La maison sécurisée était une modeste maison de plain-pied nichée à l'orée d'une zone boisée, en périphérie de Portland. Propriété de l'État, hors réseau, rarement utilisée. 2 policiers en civil montaient la garde à l'intérieur. Un autre attendait dans une voiture banalisée plus loin sur la route. Jessie retourna au poste pour commencer son rapport. Sur l'écran de surveillance, elle observa le véhicule disparaître dans l'obscurité. La maison était immobile, enveloppée par la pâle lueur d'une lune décroissante. À 4h27, l'agent dehors s'éloigna pour se soulager derrière un hangar près de la clôture. Une ombre passa derrière lui, rapide et silencieuse. Il ne revint jamais. À 4h29, les 2 policiers présents n'ont pas eu le temps de réagir. L'un s'est effondré près de la fenêtre, l'autre est tombé dans le couloir, devant les chambres. Pas de coup de feu. Pas de bagarre. Rebecca s'agita dans son sommeil, déjà à moitié réveillée par un bruit qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle se retourna juste à temps pour voir la porte s'ouvrir en grinçant. 2 hommes sont entrés. Leurs visages étaient masqués. L'un tenait une matraque électrique. L'autre une seringue. Elle se précipita vers sa fille, mais un craquement sec retentit et tout devint noir. Jessie arriva 20 minutes plus tard. La porte d'entrée était entr'ouverte. Aucun signe de lutte.
Seul un silence étrange et clinique régnait. Elle traversa chaque pièce, prudente et tendue. Les agents étaient inconscients, mais respiraient. Ce qui les avait neutralisés avait été rapide, chirurgical. Ce n'étaient pas des amateurs. Jessie s'agenouilla près du canapé où Rebecca s'était assise quelques heures plus tôt. Une tasse de thé tiède reposait encore sur la table. Elle se leva, prit sa radio et appuya sur le bouton. Sa voix était calme, son regard froid. « Il a mordu à l'hameçon », dit-elle. La première sensation de Rebecca fut le froid, un froid intense et cruel qui lui parcourut la colonne vertébrale et lui serra les mâchoires. Ses membres lui faisaient mal. Un pouls sourd palpitait à la base de son crâne. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il lui fallut un moment pour comprendre la lumière vacillante au-dessus d'elle, industrielle, tremblante comme une luciole mourante piégée dans l'acier. Elle était attachée à une poutre rouillée. Ses bras étaient liés dans le dos et ses chevilles attachées au sol. Son corps s'affaissait contre les cordes en nylon, qui lui mordaient la peau à travers ses vêtements. L'air était chargé d'une odeur métallique et âcre d'huile, de rouille et de moisissure. Quelque part derrière elle, des gouttes résonnaient des fuites de canalisation, ou peut-être du toit. Devant elle, à quelques mètres, une jeune fille était affalée sur une chaise en métal. Les bras attachés aux accoudoirs. Sa tête basculait en arrière avant de se réveiller, hébétée. « Maman » murmura-t-elle d'une voix rauque. La gorge de Rebecca se serra. « Je suis là » dit-elle d'une voix rauque. « Ne bouge pas. »« Non » cria la fillette en essayant de s'asseoir, mais en grimaçant de douleur, les liens lui enfonçant les épaules. « Où sommes-nous ? Que se passe-t-il » Avant que Rebecca puisse répondre, une porte grinça sur la gauche. Des pas lourds et posés résonnèrent sur le sol en béton. Puis il entra dans la lumière, vêtu d'une veste anthracite bien repassée, la chemise boutonnée jusqu'au col, les chaussures impeccables les mêmes qu'il portait aux réunions du conseil. Mais ce n'était pas sa tenue qui faisait froid dans le dos à Rebecca, mais son regard familier et pourtant absent, la froideur troublante de son sourire. Daniel Rennes. « Eh bien, regarde-toi » dit-il en secouant lentement la tête, d'une voix mêlée d'amusement et d'incrédulité. 12 ans, Rebecca. Je dois dire que je suis impressionné. Il s'est approché avec désinvolture, les mains enfouies dans ses poches, comme s'il se promenait dans un musée d'art, comme si ce moment était quelque chose à savourer. Tu m'as eu. Tout le monde me fait la vie dure, la police me met la pression, même un instant, dit-il en penchant la tête, la voix teintée à la fois de regret et de moquerie. C'est comme si j'avais cru ce satané criminel sur parole pendant plus de 10 ans. J'aurais dû vérifier. Mais bon, il a déjà eu ce qu'il méritait. L'expression de Rebecca se durcit, l'air se resserrant entre elles. Tu as tué Wes. Daniel a juste souri. La voix de Mepu se brisa dans le silence, rauque et douloureuse. Pourquoi ? Daniel se tourna lentement, comme s'il se souvenait seulement maintenant de sa présence. Sa voix s'adoucit. Tu n'aurais jamais dû être mêlé à tout ça. Tu étais un enfant. Tu n'étais pas censé voir ça. Mais je l'ai vu, dit-elle d'une voix basse et posée. Je me souviens des cris. Je me souviens des pleurs de maman. Je me souviens de toi. Son ton s'est approfondi mais n'a jamais augmenté. Je construisais quelque chose d'important, quelque chose de bien plus grand que tu ne pourrais jamais imaginer. Et puis ta mère a découvert la vérité. Elle avait l'intention de tout révéler, de fuir, d'alerter la presse, de tout détruire. Il se tourna vers M, ses yeux maintenant glacials. Et maintenant, vous en savez trop. Vous en savez tous les deux. Vous en savez trop. Il a levé la main. 2 hommes surgirent de l'ombre, vêtus de noir, gantés et sans un signe. L'un tenait un pistolet, l'autre un fusil à canon court. Finis-le, dit froidement Daniel. Mais dans le battement de cœur qui suivit, l'entrepôt explosa dans une lumière aveuglante. Des faisceaux ultra-tactiques ont traversé les fenêtres et les portes, perçant l'obscurité comme un orage d'éclairs. Des lasers rouges sillonnaient la pièce, des voix aboyaient de tous les côtés, claires et autoritaires. Lâchez vos armes, les mains en l'air. Les 2 hommes armés se figèrent, les yeux aveuglés par l'éclat soudain. L'un d'eux hésitait, son arme tremblant dans sa main. L'autre s'est précipité en avant. Un coup de feu retentit comme le tonnerre. Un homme s'est effondré, hurlant de douleur, se tenant la cuisse. L'autre laissa tomber son arme et se jeta au sol, les bras écartés en signe de reddition. Au milieu du chaos, Daniel se retourna.
Il sprinta vers l'arrière de l'entrepôt, visant la porte de secours coincée entre des caisses empilées et des machines rouillées. Ses chaussures résonnaient sur le béton, son souffle était saccadé. Il ouvrit la porte en grand, se retrouvant face au canon froid d'une arme à feu. Jesse Williams se tenait dans l'embrasure de la porte, calme, inébranlable, son badge brillant à sa taille, ses yeux rivés sur les siens. « Bonjour, monsieur le conseiller. » Le visage de Daniel s'affaissa. Derrière lui, l'entrepôt était un tourbillon de faisceaux de lampes de poche, d'ordres criés, de sanglots et d'officiers envahissant les lieux. 2 officiers accoururent avec des cisailles. Rebecca grimaça tandis qu'un autre la libérait du pilier. Daniel se tourna pour un dernier regard, puis leva lentement les mains. Jessie n'a pas souri. Le microphone a enregistré chaque mot. Jessie s'avança et, sans un mot, lui attacha elle-même les menottes. Daniel garda la tête baissée tandis qu'il le conduisait à travers le chaos lumineux de l'entrepôt. Jessie se tourna vers Em et Rebecca, puis s'agenouilla à côté d'elle. « Tu es en sécurité maintenant, dit-elle doucement. Rebecca leva les yeux, son visage pâle et épuisé mais les yeux clairs. « C'était juste à temps, murmura-t-elle. Jessie hocha la tête. « C'est fini. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Daniel Quinn était assis dans une cellule en béton, son blazer plié sur un genou, sa posture rigide, ses mains menottées devant lui, reposant calmement sur ses cuisses, pas une seule goutte de sueur sur son front. Jessie est entrée en tenant un dossier et un enregistreur. Daniel leva les yeux et offrit un fantôme de sourire. « Inspecteur Williams. Je dirais que c'est un plaisir, mais je suis un peu gêné en ce moment. » Jessie est restée impassible. Elle s'est assise, a ouvert le dossier, a appuyé sur lecture. Sa propre voix résonna dans la pièce. « Et ça, tu en sais trop. » Elle allait tout révéler. Daniel pencha légèrement la tête, comme s'il entendait la confession de quelqu'un d'autre. Lorsque l'enregistrement s'est arrêté, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a offert un sourire en coin. « Je suppose que c'est la fin de la campagne électorale. » Jessie croisa les mains sur la table. « Nous avons commis des tentatives de meurtre, de complot, d'entrave à la justice et de fraude électronique. Mais je ne veux pas de spectacle. Je veux la vérité, toute la vérité. » Daniel expira lentement, son regard se tournant vers le mur en miroir. « Tu sais, murmura-t-il, je croyais avoir plus de temps. Je croyais avoir construit quelque chose de solide, d'intouchable. » Sa voix devint presque lugubre. Mais tout a commencé avec un simple document. En 1991, la ville a commencé à recevoir des subventions fédérales pour la réparation des infrastructures, le renforcement des ponts, le réseau d'égouts et le logement social. Cet argent était destiné au développement à long terme. Il s'arrêta, pensif. Sauf que l'État était bloqué. Il n'y avait aucune surveillance. J'ai réalisé que personne ne suivait vraiment les flux de fonds. Jessie n'a rien dit. J'ai donc créé des sociétés écrans. Des entrepreneurs avec de faux noms, de vrais employés, de faux comptes. L'argent rentrait, était redirigé, réinvesti sous forme d'honoraires de conseil, de coûts de main-d'œuvre exorbitants, de fausses études de site. Nous faisions juste assez de travail pour que tout paraisse propre. Le visage de Jessie restait illisible. Daniel offrit un mince sourire. On ne grimpe pas seul, inspecteur. J'ai eu de l'aide, des promoteurs, des membres du conseil municipal, un employé de l'organisme subventionnaire. Ils n'avaient pas tous une vue d'ensemble, juste assez pour se couvrir. Jessie a écrit chaque mot, son stylo faisant à peine un bruit. Les yeux de Daniel devinrent lointains. Et Rebecca, elle était trop futée pour son propre bien. Un soir, elle a trouvé des registres dans mon bureau. Au début, elle n'a pas compris, mais elle a posé des questions. Trop de questions. Le stylo de Jessie s'est arrêté. Elle m'a dit qu'elle allait tout signaler. Qu'elle avait déjà fait des copies. Sa voix s'est aiguisée, la chaleur a disparu. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Alors j'ai appelé quelqu'un. Jessie le regarda fixement. « Vous avez engagé quelqu'un pour tuer votre femme. » Il n'a pas répondu. Ses yeux se sont fixés sur les siens. Jessie se pencha. Mais Wes le savait. Le sourire de Daniel s'amincit. Oui. Quand l'affaire a échoué, j'ai laissé filer. Et quand son nom a refait surface, quand vous avez rouvert l'affaire, j'ai compris qu'il nous avait trahis. Il les avait laissés partir. Alors je m'en suis occupé aussi.
L'expression de Jessie s'assombrit. Il était trop imprudent. Il me l'a dit. Je ne pouvais pas me permettre de prendre ce risque. Derrière le mur en miroir, Rebecca regardait, le souffle court, les points de suture serrés sur le côté. Dehors, le soleil printanier projetait de longues ombres sur les marches en marbre du palais de justice, où journalistes, greffiers et employés se rassemblaient, vibrant d'impatience. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait du bruissement des dossiers et des murmures du jury. À la table de la défense, Daniel Quinn était assis entre deux avocats, son costume bleu marine impeccable, son expression indéchiffrable. Sa posture était posée, ses gestes délibérés, ses cheveux impeccablement peignés, mais le poids des charges remplissait la pièce comme un nuage d'orage. Complot en vue de commettre un meurtre, obstruction à la justice, racket, fraude électronique, détournement de fonds, tentative d'homicide. Il n'a pas scié lorsque le commis les a lus à haute voix. À la table de l'accusation, Jessie était assise derrière le procureur adjoint, concentrée, calme. Derrière elle, Rebecca et Em attendaient, mère et fille, inébranlables. Il a fallu 12 ans pour passer de l'ombre à cette salle d'audience. Maintenant, la vérité devait surgir. Rebecca a été appelée juste avant midi le deuxième jour. Elle ne portait aucun bijou, ses cheveux étaient simplement attachés en arrière, ses mains jointes doucement sur ses genoux. J'ai trouvé le premier dossier dans le bureau de Daniel début 1992, commença-t-elle. Il était à moitié étiqueté, glissé entre deux plans d'urbanisme. Les factures provenaient d'entreprises qui n'existaient pas. Je les ai vérifiées. Elle a décrit la confrontation avec lui, comment il a d'abord rejeté la situation, puis est devenu violent. Il m'a menacé. Je savais ce qu'il pouvait faire une fois pris au piège. C'est pour ça que je suis parti. J'avais prévu de prendre les documents et de le dénoncer dans une autre ville. Mais nous avons été interceptés en chemin. Elle ajouta, d'un ton calme et pesant, si Wes ne nous avait pas laissé partir. La pièce est tombée dans le silence. Le procureur hocha la tête. Et après ça? On a couru. Je n'avais que 6 ans. On a changé de nom. On a travaillé discrètement. On a évité quiconque posait des questions. La défense l'a dépeinte comme paranoïaque, instable, inventant un complot pour punir son mari séparé. Ils ont affirmé qu'elle avait fui, inventé un fantasme, manipulé un criminel pour échapper à la justice. 12 ans, Daniel avait répété sa version. Mais le jury n'a pas été ému. L'enregistrement où Daniel a ordonné l'exécution dans l'entrepôt a été diffusé. Rebecca a présenté ses anciennes copies des documents. Même le témoignage calme et médico-légal de Jessie n'a pas ébranlé leur détermination. De la voiture cachée à la confrontation finale, tout s'est aligné. L'affaire était hermétique. Après 3 jours, le jury est revenu. Il se tenait debout. Nous, le jury, déclarons Daniel Quinn coupable de tous les chefs d'accusation. Un souffle parcourut la galerie. Rebecca ferma les yeux et attrapa la main de Em. Jessie expira lentement, son regard toujours posé sur Daniel. Ouais.